bidouillage dont il a été question du missile et donc de son imprécision, de son transformation, il faut tenir compte du fait, à mon avis, que la Russie paye aussi actuellement quand même les sanctions qui ont été prises au niveau technologique, etc. Il ne faut pas oublier ça, c'est très important. Je veux dire, on a l'impression qu'il n'y a pas eu que ces sanctions n'ont pas d'effet, mais je suis sûr que sur la haute technologie, les puces, les machins, les choses comme ça, il était bien que ça joue. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que ça joue aussi contre les Ukrainiens, parce que vous imaginez s'ils ont encore un tas de saloperies comme ça et qu'ils les sortent de leur hangar, mais bien sûr, justement parce que... Ça leur est égal. Tant pis si ça reste la cible, c'est pas le problème. Ça touche c'est pas le problème des Russes, ça, de faire peur à la population. D'ailleurs, c'est ça que je voudrais dire. C'est qu'on est étonné. Moi, c'est ça qui m'étonne toujours. J'ai l'impression qu'on découvre des choses qui étaient connues. On est étonné par la barbarie de cette guerre du côté russe. Mais si vous aviez suivi, enfin, si l'Occidental avait suivi un peu ce qui s'est passé en Tchétchénie en 2004, et avant d'ailleurs, ce qui s'est passé en Syrie encore récemment, c'est exactement la même tactique, c'est-à-dire des tactiques de frayeur, de terreur, de bombardement massif. Donc aujourd'hui, je veux dire, on est dans un classique, si je puis dire, de l'armée russe. C'est triste à dire. Et à mon avis, les Ukrainiens n'ont pas fait mine de déguster. Alors comment réagit-on à la télé russe? Vous allez le voir, le stade du mauvais goût, de l'outrance est même largement dépassé. Donc nous célébrons ça avec de beaux feux d'artifice. Des feux d'artifice propres comme il se doit. Est-ce que ça fait du bien? Je ne vais pas le cacher, ça fait du bien. Mais on se sentirait encore mieux si on voyait des ponts de Dnipro se réduire en miettes. Même si c'est notre missile qui a frappé cette maison, ça ne change absolument rien, pour moi personnellement. Regardez cette image de Mariupol. C'est ce qu'il va se passer à Kharkiv. Oui, c'est bien cela. Ça va se passer à Dnipro. Ça va se passer à Kiev. Autre réaction du côté du Kremlin, toujours Peskov, décidément très bavard aujourd'hui. Les chars brûlent et brûleront. Il fait allusion bien évidemment à cette décision des Britanniques d'envoyer une petite quinzaine de chars lourds bien évidemment. Et puis également à cette déclaration dans le week-end du patron de l'OTAN, Stoltenberg, qui lui, vous allez le lire notamment, veut plus d'armement lourd pour les Ukrainiens. Et il faut que tout le monde s'y mette. Écoutez-le. Les récentes promesses de livraison d'armements lourds sont importantes. Et je m'attends à ce qu'il y en ait davantage dans un futur proche. Alors, le problème, je ne sais pas, je vous pose la question à tous, si problème il y a, Stoltenberg, c'est bien, l'OTAN, c'est bien, mais l'OTAN est composée de pays, et visiblement, beaucoup de pays peinent à fournir des armes aux Ukrainiens, et notamment, je me tourne vers vous, mais parce que vous serez le premier, mais qui veut répondre le fera. On va parler des chars, on n'en a pas beaucoup, voire on n'en a pas assez. Donc, quand Stoltenberg dit ça, on sait qu'il y a une réunion très importante vendredi. Mais c'est bien de le dire, mais est-ce qu'il ne va pas un peu vite en besogne? Non, parce que en réalité, chacun des pays a très peu de chars. Globalement, l'OTAN a 30 pays, il y a pas mal de chars. C'est comme les unités d'infanterie, etc. On est dispersés. La France, comme le Royaume-Uni, ont autour de 200 chars Leclerc, alors que du temps de la guerre froide, c'était 1000, 1500 à peu près. D'ailleurs, la cible initiale du char Leclerc était de 2200. Donc, le rôle du secrétaire général de l'OTAN, c'est de faire un agrégat politique, comme on l'a fait à l'Union européenne au moment des sanctions économiques, face à ce que tous les pays se sentent concernés. Mais c'est clair qu'il y a des pays qui ont 20 ou 30 chars, pas plus, comme ils ont 40 avions, comme ils ont 3 frégates. Donc c'est la somme. Il y a 2500 unités d'infanterie, de compagnies d'infanterie dans l'OTAN. Et je crois, qu'il est quand même important que le secrétaire général, dans son rôle, anime les pays de l'OTAN. Et dernier point, l'OTAN, c'est de la base du volontariat. Je rappelle que même l'article 5, dont on nous rebat les oreilles bien souvent, c'est le 4 ou le 5, ça dépend. Ouais, le 4 et le 5. On va prendre le 5 parce que c'est le plus spectaculaire. Chaque pays décide de ce qu'il va faire. Alors qu'on est tous convaincus, en tout cas le grand public, que on est attaqué, c'est automatique. Ouais. Non. Chacun dit, oui, un pays a été attaqué, donc on a tous été attaqués. Mais chacun décide de ce qu'il fait. Je parle sous le contrôle de notre grand spécialiste. Alors, du coup, vous avez la parole. Est-ce que tout le monde va mettre au pot? Est-ce que tout le monde va envoyer des chars, si tant est que ce soit possible? Rappelez-vous qu'il y a 6 mois déjà, le président Zelensky demandait du matériel lourd et des chars de combat. Et on lui disait non. Et même du côté de l'OTAN, il y avait une espèce de ligne rouge. On ne fournit pas des chars de combat, on ne fournit pas des missiles à longue portée.
Aujourd'hui, 6 mois plus tard, on s'aperçoit que les Occidentaux vont faire ce qu'ils refusaient de faire il y a 6 mois. Et donc, la vraie question, c'est pas de savoir si on en a assez dans les hangars ou si on est capable d'en faire plus. La vraie question du côté occidental, c'est quelle est la stratégie ? C'est-à-dire, si au bout de 6 mois, on accepte de faire ce qu'on refusait de faire 6 mois avant, il faut peut-être se poser la question. Moi, je crois... La question, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'on fera dans 6 mois ? Voilà. Autrement dit, soit on est prêt, il faut vraiment se poser la question, soit on est prêt à défaire cette armée de Wagner et de Poutine. Et à ce moment-là, s'il faut fournir des chars de combat, alors faisons-le très vite. Soit on se dit que ça ne servira pas, ça ne sera pas suffisant à défaire l'armée de Poutine. À ce moment-là, on essaye d'envisager quelle sera la prochaine étape de l'engrenage. Et troisième possibilité, si on pense que tout ça ne sert à rien, à ce moment-là, on essaye de voir ce que peut donner une voie diplomatique. Mais ce que je trouve pas normal, c'est d'aller petit à petit vers un engrenage, parce que fournir des chars de combat, c'est un engrenage dans la haute intensité du combat. Et puis, il faut former les militaires ukrainiens. Ils savent pas se servir des chars Leclerc ou des Léopards, donc ça prendra quand même du temps. Mais ce qui me frappe, c'est cette stratégie à courte vue qui fait que à moins qu'il y ait des plans secrets que j'ignore, là je parle sous votre contrôle, l'amiral, mais ce qui me paraît pas normal, c'est qu'on est prêt à livrer ces chars de combat sans dire pourquoi, quel est l'objectif militaire. Et encore une fois, si on est sûr que ça marche, alors faisons-le très vite.